Là, j'enregistre comme ça. Donc voilà, j'ai participé lors de la deuxième session du séminaire. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec vous jusque-là, ni de prendre part aux événements que met en place Jade et son époux, mais on va commencer par ça, notre petit live du jour. Et peut-être plus tard, on aura l'occasion d'aller plus loin, Bénéder. Donc, on est là pour répondre à vos questions, présenter un petit peu l'expérience que j'en ai eue. J'ai dit à Jade, tu me fais pas une interro surprise parce que franchement, j'avais pas pris de notes, donc j'ai rien à réviser. Et puis, franchement, la vérité, j'aurais rien révisé. Donc, on va parler de façon un petit peu spontanée. Et sur la question de l'économie, perso, j'ai étudié l'économie à Bac+2 en prépa. Ok. En prépa pour l'école normale supérieure à l'époque, et on faisait de l'économie. Et je détestais ça. Justement, c'est En fait, intéressant. j'aimais bien ça, mais la prof, elle me détestait, donc après, c'est parti en vrai. Ah oui, madame Sanso, elle me détestait bien comme il faut. Pourtant, je l'aimais bien, mais bon. Les goûts et les couleurs, tout ça. Mais justement, comme dans le séminaire, au début, on passe par les définitions et on redéfinit le mot économie. Et du coup, toi, par rapport à ce que tu as étudié pendant tes études, on va dire, standards, je pense que la vision que les gens ils ont de l'économie, c'est pas vraiment celle qu'on approche ensuite pendant le séminaire. Et du coup, toi, j'aimerais bien avoir ton regard dessus par rapport à ce que tu avais appris et le regard que le séminaire apporte, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont peur quand ils voient le mot économie, en fait. Ils se disent, Ouais. mais c'est compliqué, c'est pas du tout Enfin, ils pensent vraiment si t'as pas fait des études dedans, t'as pas ton mot à dire dessus, tu peux même pas y réfléchir. Bah, clairement, quand on se base sur spécialistes en économie, BFM TV, machin, Ouais. machin, les graphiques avec lesquels ils se ramènent et leurs grosses cravates et leurs grosses lunettes, c'est l'impression qu'effectivement, tu as affaire à une discipline qui est vraiment destinée à des pros et qui exige nécessairement des notions qui ne s'inventent pas. Bon, c'est vrai dans une certaine mesure, mais dans une toute petite mesure, parce qu'en réalité, l'économie, ça, dans un sens plus vieilli, un vieux français, on utiliserait le même mot que d'économie pour parler d'organisation, d'aménagement. Et quand on l'aborde dans ce sens-là, donc organisation, aménagement, organisation de la maison, du foyer en général, on se rend compte qu'on est tous de toute façon concernés par l'économie, au moins à notre niveau. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas de la physique, même si on utilise des modélisations, même si on présente des équations, en réalité, l'économie, c'est une science parfaitement humaine. Et toutes les modélisations, les équations, en vérité, elles vont toujours dans le mur. On n'a jamais rien réussi à prévoir et on n'arrive même pas à guérir des crises économiques quand il y en a. Donc, c'est vous dire l'inefficacité de cette rigueur pseudo-scientifique qu'on apporte à la matière. Donc, l'économie, c'est fait d'anticipation, c'est fait de rapports humains, c'est fait de gens qui anticipent, qui spéculent, qui croient, qui ne croient pas. Voilà. Donc oui, c'est normal que c'est un mot qui fasse peur. Mhm. Justement, ça fait peur, mais on essaye de démystifier un peu ce mot. Et le séminaire, notre ambition, c'était aussi que chaque personne puisse se réapproprier cette notion, parce que justement, on nous a trop fait croire que c'était réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Et là, avec le séminaire, notre ambition, c'est que chaque personne se sente actrice de cette discipline et puisse faire sa part dans cette matière qui, jusqu'alors, en tout cas, était pas donnée. On n'avait pas accès, en fait, à cette notion. Voilà. On a aussi l'impression que c'est quelque chose qui joue dans les Mm. grandes sphères, que c'est une histoire de gros conseils d'administration avec des gros investisseurs et des gens qui ont beaucoup d'argent. Et on a du mal à s'imaginer la façon dont, en réalité, tout dépend de nos choix à nous, qu'on fait au niveau individuel et dans nos foyers. Et Ok. c'est à partir de là qu'on a en vérité qu'on est le seul levier qui compte vraiment. Donc, ouais, c'est important de. Et justement, du coup, je voulais te demander, comme tu t'es inscrit dès la première session du premier séminaire, quand on a commencé, donc je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, au début, de faire le séminaire alors que tu n'avais aucun retour d'expérience, que c'était la première fois que tu voyais ça Ouais, écoute, bon, déjà, je te fais confiance. Voilà, je pense que tu le mérites. Et ensuite, à ce moment-là, il y avait quelques semaines de ça, quelques mois de ça, j'avais participé à l'université d'été de l'Islam actuel, où on était en contact, et c'est à ce moment-là que j'avais découvert en fait l'université de Kuala Lumpur,
les 3 IT. Et j'étais à fond en pleine recherche de n'importe quelle approche islamique qui mêle les sciences qu'on appelle profanes de ces enseignants de Malaisie. Nous, on avait eu des cours avec le directeur du département des sciences de la révélation, qui s'appelle Momtaz Ali. Et du coup, leur approche, elle m'avait. Enfin, j'étais sidérée, j'avais l'impression d'avoir passé ma vie à côté de l'essentiel et d'avoir toujours été dans l'ombre. Enfin, je voyais, ce qui était complètement dans l'angle mort, le fait qu'il y avait déjà, à un niveau institutionnalisé, des grandes structures qui étudient ou les sciences de l'éducation, ou la psychologie, ou les sciences humaines et les sciences politiques que je pratique personnellement, notamment l'économie aussi. Et du coup, quand j'ai vu cette affiche et que j'ai vu que vous faisiez intervenir un Malais, alors je pensais qu'un Malaisien, je pensais que je me suis dit, voilà, forcément, il faut que j'y aille, il faut que je teste. Donc voilà, un, je te fais confiance, et deux, j'étais dans le mood et il fallait que je trouve plus de biscuits dans ce thème-là. Ah non, D'ailleurs, je vous note les 3 IT si vous connaissez. Alors, c'est anglophone, il faut s'inscrire à la newsletter à tout prix, mais effectivement, c'est anglophone. je connais pas. Bah, c'est vrai que nous aussi, parce que, comme tu as dit, c'est comme si tu avais dit que c'est comme si tu découvrais pour la première fois quelque chose sur lequel tu étais passé à côté. Et c'est un peu la même sensation qu'on a eue quand on a suivi les cours de Dr. Adisitia pour la première fois. Que, pour ceux qui ne savent pas, donc, comment on est tombé sur lui, donc en fait, de base, mon mari m'avait payé une formation de permaculture avec un frère qui s'appelle Ramis Kent. Et ensuite, j'ai vu que ce frère travaillait avec Dr. Adissetia qui proposait une formation sur les moyens de subsistance en économie pour la communauté, liée avec un peu les notions de permaculture, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a découvert son travail. Et c'était un peu ce qu'on recherchait depuis des années et qu'on n'avait jamais trouvé avant. Et il a réussi à expliquer de manière pédagogique avec une méthode, en fait, l'économie en islam et comment elle peut être appliquée aujourd'hui, parce que c'est surtout ça aussi qui manque, c'est quelqu'un qui connaît l'économie actuelle, qui connaît aussi l'économie en islam et qui est capable de faire le lien entre les deux et d'expliquer ce qui ne va pas dans notre économie actuelle et comment l'économie en islam pourrait être une réponse intelligente. Et donc, machallah, c'est vraiment un gros travail qu'il a fait. Donc, Ouais, magnifique. C'est chouette, non, franchement, vous avez eu une très très belle initiative en exportant ensuite le projet, non pas à votre seul usage perso et en organisant vous-même les événements. Ça a marqué, toutes les personnes qui ont déjà participé qui pourront en témoigner, mais ça a marqué les esprits. Et surtout, je ne sais pas si vous en rendez bien compte à ton échelle et avec ton mari, à quel point, un, c'est inédit. Parce que malheureusement, l'approche qu'on a en France, elle est très... ou alors sur le dogme, ou alors sur la langue arabe, parce qu'on fait 50 ans de cours d'arabe en France, c'est un truc de ouf, et il n'y a personne qui maîtrise l'arabe à la fin, j'ai l'impression. Donc, ou on fait de la langue arabe, ou on rappelle le dogme, ou on fait de la mémorisation du Coran, mais on n'a pas encore... alors, moi, vous le savez, il y en a pas mal ici qui le savent parce qu'ils ont participé au cercle de lecture, mais on n'a pas encore intégré la vocation de l'islam, pour reprendre les termes de Malek Ben Nabi, que je vous invite toujours à découvrir. Et cette vocation de l'islam, c'est de prendre sa place dans l'histoire. Donc les musulmans sont sortis de l'histoire il y a un certain nombre de siècles, un petit peu trop, si vous voulez mon avis, mais bon, vas-y, on accepte. Donc on est sortis de l'histoire, on a perdu le sens de la vocation de notre dîn, on ne sait pas s'intégrer ni dans les objectifs économiques, ni dans les relations internationales, ni dans la gestion de nos propres populations, ni dans la gestion de nos ressources, ni dans la valorisation de nos paysages et des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y accorde. On n'a toujours rien compris à l'ordre du monde d'ailleurs. Alors, je ne parle pas au niveau individuel, je parle au niveau communautaire, hélas. Et du coup, on ne voit pas la mondialisation se faire, l'universalisation se faire, mondialisation qui est en fait une occidentalisation. Et finalement, on n'arrive pas à reprendre notre place dans l'histoire. Un, parce qu'on ne comprend pas le contexte dans lequel on vit. Donc là, c'est une question typiquement sociologie. Deux, parce que... au niveau psychologique, on a aussi des petits soucis, donc au niveau individuel. Mais bon, après ça, vous vous débrouillez chacune de votre côté pour aller mieux, pour vous élever. Et je vous fais confiance tout ici, ma chère. Là, je sais que c'est déjà en cours ou bien acquis, alhamdoulilah. Donc, pour cette raison-là, le parler d'économie, c'est vraiment inédit. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous en rendez bien compte, mais dans le contexte francophone,
c'est une vraie, c'est du vrai 109, quoi. Et Subhanallah. je dis pas qu'il faut pas parler de excuse-moi, Hmm. je dis pas qu'il faut pas, faire des cours d'arabe et qu'il faut Oui. pas apprendre le Coran et mémoriser et tout ça, évidemment Mhm. que ça n'a aucun sens. Mais faire ça de façon détachée avec les réalités de ce monde qu'on côtoie tous. Être un musulman et mémoriser le Coran si on lui donne pas le sens que c'est censé avoir. Vous savez, c'était quoi la méthodologie de Rasul, c'est le même sur la mémorisation du Coran. C'était, on mémorisait pas 11 versets, on Mhm. dépassait pas la mémorisation de 11 versets si on n'en avait pas compris le sens et intégré la pratique. Donc, intégrer la pratique, ça induit une vraie réforme de soi. Il y a des compagnons qui ont mis des années et des mois à mémoriser des choses que nous, on pourrait mémoriser en une semaine avec nos prétentions modernes. Mhm. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un exercice de mémoire, il s'agit aussi d'une réforme totale. Donc, malheureusement, la méditation, elle nous est très peu rendue accessible parce qu'on a l'impression que c'est que pour les spécialistes et que quand on nous enseigne le Coran, de toute façon, on nous parle que de tajwid, de la beauté de la récitation, pardon, de hizb et de jauge et de machin, alors qu'à la fin, dans le comportement, on reste encore des personnes en souffrance qui ne comprennent pas pourquoi ça va mal, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui se passe, et la Russie, et l'Ukraine, et le blé, et le bled, et on fait hijra ou pas, et machin, et ceci et cela. On est complètement perdu, on se pose indéfiniment toujours les mêmes questions. Et le mariage, et le hijab, et l'IEF, et le vamboise, on ne s'en sort pas. Et, et c'est vraiment parce qu'on n'arrive pas à avoir cette vision de l'islam comme un vrai mode de vie. Pas simplement une philosophie genre du bouddhisme, Mhm. mens pas, vole pas, fais pas ci, fais pas ça, sois calme. Pas un truc chrétien du style, bon, la vie temporelle, comment on appelle ça, mondaine, on la laisse à ceux qui veulent bien gérer. Et puis Mhm. nous, on va prier, on va lire le Coran. Ça, c'est chrétien, c'est laïque, ça ne nous concerne pas. Nous, les musulmans, devraient mêler notre dîne à toutes nos préoccupations et toutes les affaires qui nous occupent. Et je trouve qu'avec ce séminaire, bah, vous donnez l'occasion aux gens de bien s'en rendre compte. Donc, Mashallah. Barakallahu fiki, t'as dit plein de choses. ouais, Et alhamdoulilah. là, vraiment, pour résumer tout ce que tu as dit, c'est vrai que on est complètement détaché du monde dans lequel on vit. C'est ce que j'avais remarqué même avant de faire le séminaire et que je connaissais pas toutes ces notions, mais j'avais cette intuition en tant que... Peut-être parce que bah, j'étais pas musulmane avant et que quand tu rentres ensuite dans l'islam, tu te rends compte que par rapport à l'image que tu te fais de la communauté et ensuite sur le terrain, t'es un peu enfin, il y a un peu comment dire, un choc entre entre l'image que tu te faisais de la communauté musulmane avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et quand tu ensuite rentres dedans et que tu te rends compte que bah on est comment dire ça? Ouais, on est un peu perdu en fait avec tout ce qui se passe. Et justement avec ton regard, toi, tout ce que tu fais avec la communauté, tout ce que tu sais des études que tu as fait, euh, en quoi l'étude de l'économie pourrait vraiment nous aider, comme tu as dit, à avoir cette vision qu'on a du mal à trouver en fait quand on est tout seul et quand on n'a pas cette connaissance. Mhm. Bah, l'économie, en tant qu'organisation du foyer, en tant que gestion des ressources, gestion intelligente des ressources, en tant qu'optimisation des bienfaits, en tant que valorisation de ce qu'on a, etc., etc., on y est toutes confrontées. Parce qu'on a toutes, ou presque, des revenus à gérer. On a toute une part qu'on se demande à quel point je vais épargner, à quel point je vais consommer, et quand je vais la consommer, comment. Et parmi les questions auxquelles on doit répondre après la fin de notre épreuve terrestre, ben, on aura comment tu as gagné ton argent et comment tu l'as dépensé. Et rien qu'avec ça, on a une source de méditation qui est infinie sur l'importance de la consommation et de la façon dont on gagne nos revenus. Et juste parce qu'on est toutes confrontées à ça, et qu'on est dans une société, vous l'avez tout entendu, de consommation, Mhm. dite de consommation depuis au moins 50-60 ans, on a forcément toutes ces questions à se poser. Et on ne se rend pas forcément compte Mhm. à quel point on a un pouvoir extraordinaire sur la façon dont tourne ce monde, simplement en choisissant le métier qu'on exerce, le travail qu'on apporte, avec qui on collabore, comment on gagne nos gains, enfin comment on gagne nos revenus, et ensuite comment on les dépense et comment on les épargne. On ne se rend pas bien compte de ça, parce qu'en fait, on est un petit peu endormi.
Alors, quand je bug comme ça, c'est parce que je réfléchis comment pas trop, pas trop parler, dire les choses rapidement. En gros, on est dans un monde qui se veut complexe. Mais je dis qu'il se veut complexe parce qu'en réalité, c'est pas si complexe que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots. C'est vrai qu'il y a des formations à l'université qui durent très longtemps. C'est vrai qu'il y a des personnes qui nous parlent qui ont l'air très, très savantes et qui utilisent des termes très complexes. Et du coup, on peut avoir l'impression d'être exclu de toutes ces sphères-là. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La réalité, c'est qu'il y a des choses complexes, mais qui peuvent toujours être abordées avec une forme de simplicité. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des affaires qui sont tellement complexes qui ne nous concernent pas. Donc, le système bancaire, on a l'impression que c'est hors de portée, qu'on n'arrivera pas à maîtriser ne serait-ce que des bases. Sur la question de la consommation, on va vite entendre ah ouais, mais si je commence à réfléchir à ça, bah, je ne consomme plus rien, je ne mange plus rien, je ne fais plus rien. On ne se rend pas compte à quel point c'est primordial et c'est un effort qu'on est obligé de faire. Donc, certes, on est arrivé à une époque du monde. Parfois, quand je réfléchis trop, je me dis j'aurais préféré, si j'avais eu le choix, vivre à une époque primitive où l'économie était beaucoup plus simple. C'est-à-dire que les gens, ils fabriquaient des choses, ils les revendaient. On utilisait des produits qui sortent directement de la terre. On valorisait un petit peu le bois, on valorisait un petit peu le cuir, on valorisait un petit peu les peaux d'animaux, des trucs comme ça, et on fabriquait des trucs assez rudimentaires. Et c'est de ça qu'était faite l'économie. Au niveau du commerce, je veux dire. Bon, c'était plus simple. Mais nous, on n'a pas le choix, c'est le défi et on nous l'a imposé. Et c'est ta mission, tu l'acceptes pas, mais à la fin, chacun dans sa tombe. On est né à une époque complexe. On est né à une époque complexe où effectivement les transactions économiques se font de façon informatisée, les choses sont numérisées, le monde entier est connecté, les produits qu'on s'échange sont beaucoup plus complexes que un melon, une paire de savates en cuir, en bois, machin. Donc forcément, on peut avoir l'impression d'être dépassé et avoir l'impression qu'on n'est pas concerné par la complexité des choses. On voit des supermarchés qui sont super bien achalandés, des fonctionnements logistiques avec des camions qui traversent le monde, des bateaux qui sont toujours en train de circuler avec des tonnes et des tonnes de marchandises, des produits méga complexes qu'on est tout en train d'utiliser, téléphone, ordinateur et tout. Et du coup, on a presque l'impression, on se complexe face aux choses, face aux objets. On a l'impression que ces trucs-là, ils nous dépassent. Malek Bennabi, il parle de retard de la conscience sur la science. C'est comme si le niveau de science, le niveau de complexité, de technologie à notre époque, il avait dépassé notre niveau de science. Notre niveau de confiance. On ne comprend pas, on n'imagine pas à quel point derrière simplement un produit qu'on a sorti d'un rayon de centre commercial, il y a une chaîne logistique énorme, il y a plein de gens qui ont travaillé, il y a un projet marketing, un projet de communication, une recette qui a été inventée par des chimistes, des denrées qui sont venues des quatre coins du monde, bref, on ne s'imagine pas à quel point tout ça c'est complexe. Parce que si on y réfléchissait tout le temps, il y a moyen qu'on ait mal au crâne aussi. Donc du coup, forcément, on a parfois l'impression d'être dépassé. On ne se pose plus de questions. Et du coup, on rentre dans une forme de culte des objets. On rentre dans une forme de... On devient passif, on se déresponsabilise très facilement parce qu'on a l'impression que tout est déjà tracé, tu vois. Oui. Du style... les téléphones que j'utilise, déjà, c'est une obligation d'utiliser un téléphone, il n'y a personne qui se pose la question. Ensuite, le téléphone que j'utilise, entre choisir selon mon budget et selon iPhone ou Samsung, on ne se pose pas la question de l'impact que ça va avoir dans une vie et dans la vie des autres. Et au niveau social, au niveau sociétal, quel projet c'est. On ne se pose pas toutes ces questions-là, on est un peu dépassé. Donc forcément, parler d'économie, j'essaie de faire une boucle, Yama, et d'arriver à ta question au départ. Mais parler d'économie, ça oblige à sortir de cette passivité. Ça oblige à être un acteur qui se pose des questions sur les choses. Comment je gagne mon argent ? Comment je le dépense ? Où est-ce qu'il va ? Les produits que j'utilise, que j'emploie, que j'achète, quel est l'impact que je vais avoir ? À quoi je participe ? Quel est le projet pour lequel je mets mes billes ? Et le truc, c'est que... et ça, c'est le défaut principal, et je suis toujours en train de le dire, en fait, on n'a pas de projet. C'est pour ça qu'on se fait guider si facilement. Si on avait un projet, en tant que musulman, je parle, un projet pour cette terre, un projet pour valoriser les ressources dont Allah nous gratifie, subhanahu wa ta'ala, un projet pour la justice, en fait, parce que les musulmans, c'est ça qui devrait nous occuper en premier lieu, la justice. Si on avait ce projet-là, on se poserait forcément ces questions. Et si on ne se pose pas toutes ces questions-là, qu'on consomme bêtement, qu'on
qu'on est des gens qui ont de l'argent aujourd'hui, parce que les musulmans ont de l'argent, hein. On n'a pas besoin d'être des Émiratis ou de je sais pas quoi pour dire aujourd'hui qu'on en a. Alhamdoulilah, on n'est pas des ouvriers, on n'est plus des ouvriers, on n'est plus en bas de l'échelle. Parmi nous, il y a des personnes qui payent des zakat el-mal qui n'ont même pas le salaire de certains. Donc, on est vraiment, on a un niveau, Allah barak, voilà, c'est fini l'époque où on était des pauvres, des miséreux. Et pourtant, ça ne se voit toujours pas. Oui. Parce qu'on n'a pas de projet pour la justice. On n'a pas de projet pour l'équilibre, on ne comprend pas et on se laisse vivre. Et encore une fois, on se laisse vivre parce qu'on est subjugué par le matériel, par les choses, par les objets. Et, Mhm. euh, et ça, c'est le défaut. Donc, parler d'économie, c'est primordial, justement parce que forcément, on va être amené à comprendre la complexité de toutes les transactions qui ont lieu dans notre société et donc à quel point nous, on a forcément de l'impact. Machallah, il y a plein de questions là qui me viennent. Ah bah tant mieux, comme ça, je parle pas seule. Parfait. Et tu as L'objectif parlé principal. de plein de choses, que tu as parlé que le séminaire, en fait, après qu'on l'ait fait, on est un peu obligé de sortir de la passivité. Ouais. Et ça, c'est vrai que il y a des gens à qui j'ai proposé de faire le séminaire et il y en a plusieurs qui m'ont répondu qu'elles avaient peur de le faire parce qu'elles avaient en fait peur de ne pas assumer toutes les connaissances qu'elles allaient avoir et qu'elles n'allaient Ouais, pas vraiment savoir comment le mettre en place après dans leur vie. Et c'est ouais. vrai aussi quelque chose qui est revenu avec plusieurs personnes qui ont fait le séminaire, c'est un peu ce moment de sidération ou un peu de choc même parfois, ou de dépression qui arrive. Donc on s'est senti un peu mal, on s'est dit, ouais, on est en train de détruire le moral des gens avec notre séminaire. Donc c'est un peu, il y a plusieurs phases dans le séminaire. Il y a des personnes qui se sentent très mal après, ou bah, et après, à force de discuter, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de discussions de groupe aussi pour donner un peu de motivation, de morale et tout. Et donc Ouais. les gens ils sont un peu sous le choc parce que comme tu as dit, les gens ils savent pas comment le monde fonctionne. Et après quand on leur explique et qu'ils découvrent en fait ce que l'islam a à dire là-dessus, ils sont un peu déroutés, déjà de jamais avoir entendu parler de ça. Ouais. Et donc de l'apprendre parfois que maintenant, pas une fois que ta vie est déjà mise en place et que tu as déjà bien avancé dans ta vie, on va dire. Ouais. Euh, ouais, pour beaucoup, même pour moi au début, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça, et donc ils sont un peu choqués et ils comprennent pas. Donc en fait, qu'est-ce que tu dirais là à ces gens-là qui, qui ont peur soit de venir pour ça, ou qui, une fois que le séminaire est passé, euh, même nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'organisateur, pardon, pour ensuite aider les gens à, voilà, à être guidés, quelles actions on pourrait mettre en place après enfin voilà, pour sortir de cet état de choc, en fait. Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que il y a une chose dont on doit se rappeler, ça c'est un point psychologique vraiment basique, c'est que l'être humain, il est souvent victime d'un sentiment d'urgence et de précipitation. Et Mhm. on sait que la précipitation vient de Shaitan. Et quand on entend plein d'informations comme ça, et qu'on mesure un petit peu l'intensité de l'injustice et de la gravité de la situation, on va avoir tendance à être submergé, à prendre peur, à être vraiment terrifié face à la réalité. Et on aura l'impression que, vu la gravité et l'étendue des dégâts, il faut qu'on agisse maintenant tout de suite. Mhm. Et c'est ce sentiment-là qui donne qui induit du désespoir et qui nous donne l'impression qu'on est face à une montagne et qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est vrai, on est face à une montagne et on n'y arrivera jamais si on imagine que tout va changer demain. Ça, Mhm. c'est clair et net que ça, à part le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne changera pas demain. C'est notre défi, c'est le défi des générations à venir. Et ce que j'aime bien rappeler aux gens, c'est qu'on est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aime bien méditer sur l'idée que le jour de la résurrection, on sera ressuscité auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ensemble, toute la communauté de Mohammed depuis le début sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est trop beau parce que Mhm. c'est vraiment comprendre qu'on est une lignée, qu'on est une communauté tout ensemble, que c'est pas que mon action qui compte, c'est aussi celle de mes enfants, Inch'Allah, c'est aussi celle de toutes les personnes de mon entourage. Je suis pas seule face à l'immensité des travaux à accomplir. Moi, ma part, elle est petite. Je peux pas faire grand chose à mon échelle. C'est pas moi qui vais aller démolir Wall Street. C'est pas moi qui vais aller démolir la City. C'est pas moi qui vais aller mettre des bâtons dans les roues de Monsanto. Je peux pas faire grand chose en vérité. Mais ce que je peux faire, c'est au moins faire attention à comment je gagne mon argent, au moins apprendre à me satisfaire, donc un travail sur moi-même de ce que j'ai, pour pas rentrer dans cette course excessive aux richesses, pour fuir le takathur et pour accepter
mon pain quotidien, alhamdoulilah. Ce que je peux faire aussi, c'est essayer d'investir correctement l'argent dont je dispose, c'est donner de la force aux personnes qui agissent dans la même dynamique que la mienne, etc. etc. Ça, c'est à peu près, c'est pas grand-chose. Et pourtant, si tout le monde réfléchissait déjà comme ça et y croyait vraiment, ce serait déjà énorme. Donc, rappeler une chose, pour ne pas sombrer dans le désespoir, parce que j'avoue, franchement, il y a de quoi désespérer, c'est de se rappeler qu'on est une communauté, que les choses ne changeront pas, qu'on va mettre en place des actions à partir de maintenant et que ça va se poursuivre, qu'on ne sait pas à quel point d'ici un mois, d'ici un an, d'ici 10 ans, tout aura changé. Et se rappeler aussi que ce qu'on est en train de faire, c'est aussi de transmettre aux gens autour de nous, à nos contemporains, mais aux générations suivantes. Et c'est ça qui fera la grandeur du projet. C'est si vraiment on réussit à se projeter comme une communauté, pas comme des individus et pas comme des personnes isolées et pas comme c'est moi et les miens. En fait, ça concerne tout le monde et ça concerne même ceux qui ne sont pas encore nés. Inch'Allah, il y a largement de quoi faire. Donc oui, c'est un sentiment normal, mais il ne faut pas tomber dans les ruses des shaitans, d'être dans la précipitation et dans le désespoir. Alhamdoulilah, mashallah. Euh, et qu'est-ce que tu répondrais aussi dans le séminaire, on a plusieurs types de personnalités, donc il y a soit les personnes qui ont très peur, qui sont sous le choc, soit les personnes aussi qui sont très, et ça peut se comprendre aussi, qui sont très pessimistes et qui, malgré tout ce qu'elles ont entendu, vont, comme tu as dit, vont pas forcément y croire et vont un peu avoir ce sentiment de toute façon, aujourd'hui, c'est impossible dans notre société. On a souvent des gens qui nous disent que c'est très utopique ce qu'on raconte, Ouais. que ça va pas marcher aujourd'hui en France, l'État va pas nous laisser faire ça. Enfin, du coup, ils sont un peu bloqués et parfois, ça empêche même de passer à l'action, en fait, ce genre de pensée. Ouais. Et voilà, en fait, je te demande ça, ben, nous, en tant qu'organisateurs, quand on est face à ce genre de choses, par exemple, moi, je m'attendais pas à avoir forcément ce genre de réaction. Peut-être que mon mari s'y attendait plus que moi, mais moi, je suis tellement je suis tellement contente d'avoir cette connaissance que voilà, je me sens Ouais. trop bien et tout. Mais il y en a vraiment, c'est pas du tout la même réaction. Je trouve que c'est intéressant que tu aies commencé à rappeler qu'il y a plusieurs personnalités, il y a Mm. plusieurs sensibilités, il y a plusieurs formes d'intelligence. Et forcément, et c'est une richesse aussi, même si Ouais. parfois, quand on est Mm. vraiment opposé de façon, enfin, on partage pas du tout la même sensibilité que certaines personnes, on peut être vite agacé face à une attitude qu'on va juger ou désespérante ou trop négative et tout et tout. Moi, personnellement, je suis d'un tempérament très optimiste et je suis toujours étonnée. Bah, avec le truc des questions anonymes et tout, souvent je Mm. reçois des questions de personnes et je me dis, euh, euh, en fait, je suis tellement loin de réfléchir comme ça que j'ai du mal en fait Mm. à répondre à certaines interrogations ou même à juste imaginer qu'il y a effectivement certaines personnes qui se posent ces questions. Tu vois, donc pour te dire, le monde est très très vaste et il y a plein de gens qui réfléchissent très différemment et c'est une richesse. S'il y avait que des gens optimistes comme moi, peut-être que ça irait pas non plus. Donc voilà, il faut tout pour faire un monde, là franchement c'est le cas de le dire. Donc je pense que déjà il faut accepter ça. Il faut accepter qu'il y aura toujours des gens qui seront un peu réticents, qui seront négatifs, qui seront parfois même virulents dans la critique. Ça fait partie du jeu. Il faut savoir neutraliser, il faut savoir en tirer le meilleur. Et ensuite, je citerai encore Malek Ben Nabi, pardonnez-moi, j'ai qu'une seule référence dans la vie, je crois. Mais il parle de la domination coloniale comme étant un mythe et une réalité. Et Mm. en réfléchissant, je me suis rendu compte que ça s'appliquait à toutes les formes de domination en fait qui existent. Il y a une part de réalité, si on prend l'exemple de la colonisation, mais ça s'applique aussi à la mainmise de l'État et aux verrous qui sont posés aujourd'hui dans le système complexe dans lequel on vit. Donc, je parle des systèmes de la finance, je parle du système bancaire, je parle de la mainmise sur l'agriculture. Moi, il n'y a pas longtemps, je parlais avec mon mari et je lui dis mais c'est bizarre, en Algérie, on réussit à tout faire pousser là dans le désert. Il y a des techniques innovantes d'agriculture dans le désert. Pourquoi on ne fait pas des céréales? Il m'a regardé comme si j'étais la personne la plus naïve du monde, quoi. Il m'a dit, mais t'es pas au courant qu'on vend pas de blé en fait, enfin qu'on peut pas te vendre la graine pour faire le blé, Mm. c'est interdit. Je Mm. lui ai dit, ouais, il y a l'Ukraine qui parle, mais à ce que je cache, l'Algérie, il y a encore 1000 ans, faut pas abuser, il y a encore une centaine d'années, c'était le grenier à blé de l'Europe. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et il m'a dit, mais en fait, c'est interdit, on te laissera pas la vendre, c'est un lobby extraordinaire, et même si on t'en vend, c'est un truc qui repoussera pas l'année prochaine, enfin bon, bref. Et
Donc là, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réalité. Il y a une domination qui est réelle. Donc, pour toutes les personnes qui se sentent désespérées, rappelez-vous de ça. Il y a une part toujours de réalité quand on sent une forme de domination. Donc là, la domination, elle est réelle en France et donc, au niveau international sur comment les marchés financiers nous acculent. On est vraiment dos au mur. Comment le marché... comment le système bancaire nous contraint dans une certaine mesure, comment l'agriculture et le système de la grande distribution sont dans une certaine mesure incontournables, etc., etc. Mais en réalité, à chaque domination qui est réelle, il y a aussi une part de mythe. Et celle-là, elle est assez psychologique, en fait, parce que c'est les gens qui s'imaginent être complètement contraints. Donc, soit parce que du coup, c'est plus rapide, comme si on n'a pas trop à se poser de questions, et puis on se complaît dans notre situation d'esclave, entre guillemets. Soit parce qu'en fait, on n'a pas encore des perspectives assez larges, pas encore assez d'optimisme, et parce que c'est une forme d'humiliation, moi je le vis comme ça en tout cas, c'est une forme d'humiliation qui atteint les personnes qui s'imaginent qu'il y a des gens qui seraient, ça m'écorche la gorge de le dire, la gorge, enfin bref, ça m'écorche, j'ai du mal à le dire, plus puissantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'imaginer que ces personnes-là, elles auraient des moyens de nous contraindre durablement et définitivement. C'est pas vrai. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde moderne, les États modernes, les ententes internationales modernes auxquelles on assiste aujourd'hui dans le monde occidental et qui contraignent le monde entier, elles ont plusieurs centaines d'années. Elles ont mis plusieurs centaines d'années à en arriver là où elles sont. Donc, c'est effectivement un système complexe. On a eu des juristes qui se sont attelés. On a eu des gens intelligents qui se sont organisés. Il y a eu des gens qui se sont imaginés quels étaient leurs privilèges, leurs avantages et comment les conserver le plus longtemps possible et léguer aux générations à venir. Et elles se sont organisées. Puis, elles ont effectivement beaucoup d'avance sur nous. Donc, aujourd'hui, on ouvre les yeux et on est face à un système qui est très, très bien rodé, qui est très bien ficelé, avec des codes de loi, des ceci, des cela, des conventions internationales entre plusieurs pays, machin. Donc, effectivement, on est face à quelque chose qui est très bien organisé et ça peut être désespérant. Mais ce système de domination, s'il est réel, encore une fois, s'il est réel, il agit aussi de façon mythique, dans le sens où on s'imagine ne pas pouvoir le fissurer, ne pas pouvoir proposer un modèle rival. Ça fait partie du côté mythique. Donc, Malek Ben Nabi, il dit que la colonisation fonctionne comme une domination à la fois mythique et à la fois réelle, parce que c'est vrai, quand on était au moment de la colonisation et qu'on était un indigène dans les territoires coloniaux, oui, on avait certains droits qui nous étaient confisqués, oui, on n'était pas libre de nos mouvements, on ne pouvait pas se déplacer comme on voulait, on nous interdisait concrètement certaines actions, certains métiers, effectivement. Mais à côté de ça, on n'avait pas un militaire sur notre dos tous les jours de notre vie. Il y a forcément un moment où il y a du relâchement, où il y a une option, où il y a une opportunité à saisir, où voilà, il nous appartient en fait de cultiver cet espace de liberté. Et cet espace de liberté, on ne sait pas une fois qu'on sera dedans. Encore une fois, rappelez-vous, ne soyez jamais dans la précipitation. On ne sait pas comment cet espace de liberté va évoluer ensuite. Là, on ne s'imagine pas. Mais une fois qu'on sera dedans et que ça fera au moins, je ne sais pas, une petite dizaine de mois qu'on est dedans, on verra à quel point ça peut encore grandir. Vous voyez ? Et même du temps de la colonisation, c'est vraiment un thème qui me fascine. Il y avait une angoisse des militaires et colonisateurs qu'un jour les colonisés se rendent compte qu'en fait ils étaient immensément plus nombreux que les militaires et que s'ils voulaient du jour au lendemain, ils avaient juste à se retourner contre eux et c'était fini. Et que bon, ils vivaient dans cette angoisse-là. D'ailleurs, c'est un nom, là, ça fait une maladie psychologique chez ces militaires-là. Et voilà, nous, on est un petit peu là-dedans aujourd'hui. On est les 99% de la population qui souffrent d'un système qui profite qu'à 1%. Et eux vivent dans la crainte aussi qu'un jour, on se rende compte à quel point cette domination, même si elle est réelle, elle a une part de mythe qui est de l'ordre de la psychologie et qui fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on s'imagine être enfermés. Et qu'on n'arrive pas à agir simplement parce qu'on est juste ignorant de la réalité et qu'on n'a pas assez bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la capacité qu'on peut tous avoir si on a son agrément pour agir. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait rappeler ça et le dire tout en genre. Oui, la domination elle est réelle, on n'est pas dans le monde des bisounours, on sait, mais en même temps il y a des choses à faire. Exactement, machallah. C'est un peu ce qu'on essaye de rappeler dans le séminaire quand les gens
nous demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est compliqué. Ben, c'est vrai que déjà on rappelle que déjà là on peut discuter entre nous, il n'y a personne qui vient nous arrêter quand on parle de ça, alors que concrètement ça aurait Et oui, pu. On peut aussi en France faire des entreprises, on peut se prêter de l'argent entre nous, on peut s'acheter des choses entre nous. Enfin, il n'y a personne qui nous empêche d'acheter à la bonne personne, d'investir chez un frère, chez une sœur, de prêter de l'argent. Enfin, il n'y a personne en fait au final qui nous empêche de faire ça, c'est juste nous. Enfin, voilà, c'est pas et interdit oui. par la loi. Bah ouais, on n'a pas un Darmanin chacun sur le dos qui vient nous empêcher de faire les choses. Et ça, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans. Moi, je fais du coup ma auto-pub, mais en même temps, la plupart, je crois que vous l'avez déjà fait, le cercle de lecture sur Malek Ben Nabi. Mais, ou alors, au moins, lisez le livre par vous-même si vous sentez la force de le faire, Inch'Allah. Bon, je dis pas ça parce que c'est infaisable, hein. C'est faisable, mais concentrez-vous. Euh, Concrètement, la domination dans laquelle on est, elle pourrait se retourner si chacun prenait ses responsabilités. Là, la question, c'est la question de la déresponsabilisation. Et on est vraiment dans cet état de déresponsabilisation industrielle où on se laisse tous vivre. Je parle souvent du culte des ancêtres en disant, ne croyez pas que la religion des ancêtres, c'est si vos parents étaient chrétiens, être chrétien à votre tour, et si vos parents étaient dans un islam très traditionnel avec beaucoup de shirk et tout, perpétuer ça à votre tour. Non, le culte des ancêtres, c'est aussi naître à une époque avec un niveau de technologie et de complexité dans les rapports tel que vous-même, vous ne posiez pas les questions et vous poursuivez le même mode de vie que ce que vous ont légué vos parents. Mhm. C'est aussi ça, être dans le culte des ancêtres. Et il y en a beaucoup qui sont là-dedans. On est arrivé à une époque du monde où le monde est compliqué, il faut avoir un compte bancaire, on est dans le salariat, et du coup, on se rend compte, on pense que le monde, c'est ça, et on ne se pose aucune question. Mhm. Non, il faut interroger qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi mon argent il va là, pourquoi il circule de cette façon-là, d'où il vient, etc., etc. Même si, voilà, nos parents ne nous ont pas forcément appris à s'interroger là-dessus, c'est à nous de le faire. Inch'Allah, exactement. Et peut-être avant de passer à la prochaine question, j'aimerais rappeler aussi bah, que peut-être que nous, on ne se rend pas compte, mais moi, en parlant beaucoup avec des non-musulmans, je me suis rendu beaucoup compte de ça. Mais même les non-musulmans, ils ne se rendent pas compte, en fait, de l'arnaque dans laquelle ils vivent. Et donc, il n'y a pas que les musulmans, on est un peu tous... enfin, tout le monde est vraiment pris dans des fausses... dans une illusion. Et même quand tu parles avec des non-musulmans et que tu leur dis que c'est possible une économie sans crédit bancaire, ils te regardent, mais non, c'est mort, c'est pas possible, en fait. Et... Et en fait, voilà, c'est quand on voit que, en fait, même les non-musulmans, un autre système, il est impossible pour eux. Et aussi, ce que je trouve intéressant aussi à comprendre, c'est que même les non-musulmans qui travaillent dans ce système-là, qui ont créé ce système-là, ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font. Ils ont même pas l'impression qu'ils font du mal, en fait. Parce qu'on peut avoir cette vision en mode, oui, il y a les gentils, il y a les méchants. Et en fait, c'est même pas ça. C'est que même les gens qui sont dedans, quand tu parles avec un banquier, il va pas dire qu'il est méchant, qu'il fait du mal. Lui, il comprend même pas ce qu'il fait, en fait. C'est que même eux, on a l'impression que c'est un système qui est hyper bien rodé, que tout le monde sait ce qu'il doit faire, mais en fait, même eux, ils savent pas ce qu'ils font. J'aime beaucoup écouter les vidéos de Anis Lajeunesse, qui est un ancien trader, et il explique en fait que lui, quand il était trader, il savait même pas ce qu'il faisait. En fait, il faisait des choses comme ça, il faisait des calculs, il voyait que ça, il y avait de l'argent qui venait, il trouvait ça cool, etc. Et c'est qu'après, quand il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir une influence ensuite sur la vie de milliards de personnes juste en faisant quelques petites manips, il a arrêté en fait, il s'est dit waouh, mais en fait je sais même pas ce que je fais. Et quand il demandait aux gens avec qui il travaillait, mais tu sais comment le système monétaire il fonctionne, et en fait non, ils savent pas. Donc même les gens qui sont dedans, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce système-là, il arrive même à avoir plein de personnes qui travaillent pour lui, sans que les gens ils se rendent compte de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans aussi tombent dedans, parce qu'on ne sait même pas. Les gens ne savent pas du tout les conséquences de leurs actes. Et, et voilà, et en fait, même les gens qui travaillent dedans ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça qui est incroyable, je trouve. Ça rejoint ce que je te disais tout à Mhm. l'heure, hein. Vraiment, on est subjugué face à des systèmes qu'on a l'impression d'être complètement euh, indépassables parce qu'on est né dedans et qu'on a toujours vécu dedans. Et à la fin, on devient esclave de ces systèmes-là et on crée nous-mêmes notre propre oppression et on participe à notre domination simplement par manque de courage et par ignorance. Ça, c'est vraiment les deux Mhm. symptômes que je suis toujours en train de pointer du doigt parce que je pense qu'ils résument vraiment la situation des musulmans aujourd'hui. Une large part d'ignorance, une bonne part d'ignorance et une bonne part aussi de manque de courage. Parce que voilà,
Parfois, il vaut mieux rester dans l'ignorance parce qu'on se doute à peu près de ce que ça impliquerait que d'en sortir. Donc, ça me rappelle toujours une histoire d'une copine qui allait tout le temps au KFC. Et un jour, je lui ai dit, mais tu es au courant que le KFC, c'est pas halal? Et elle m'a dit, je préfère ne pas le savoir. Et ça m'a marqué. Ouais, il y en a Parce plein, que hein, ces là qui préféreraient pas, ignorance et manque de courage, c'est vraiment ça. On est complètement là-dedans. Donc, Bah, justement, donc pour cette question du courage, moi, je pense qu'aussi qu'une grande partie du manque de courage qu'on a dans la communauté, c'est parce qu'on pense qu'on est des êtres isolés et mm, que même quand on fait le séminaire, on se sent seul face à tout ça. Et dans le séminaire, ce qu'on apprend, c'est qu'on doit en fait travailler ensemble, on n'a pas le choix. Le séminaire, l'économie en islam, ça se vit en communauté. Et donc, ça pousse un peu à sortir de sa zone de confort et où en fait, tu es tout seul, tu gagnes ton argent tout seul, tu gères tout seul. Et en fait, pour s'en sortir, dans l'économie en islam, elle ne peut fonctionner que quand on a confiance les uns envers les autres, qu'on peut faire des échanges, qu'on est obligé de se parler, qu'on est obligé de savoir vivre ensemble. Et, et c'est un peu ce qu'on prône en fait dans le séminaire, c'est que pour faire des contrats entre nous, pour investir les uns envers les autres, il faut de la confiance, il faut se connaître, il faut se parler, en fait, il faut recréer une communauté, sinon c'est pas possible en fait. et oui. Mm. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'en parlais avec les sœurs dans le cercle il y a quelques jours. On parlait du capitalisme. Et alors, vous avez des grosses références sur ce thème-là, notamment Hippie Thompson et Barrington Moore, sur ces questions. Le fait que dans une économie traditionnelle, les transactions entre personnes, elles n'impliquaient pas uniquement un produit et un prix. Ce qui est Mhm. le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vais à Carrefour, j'achète quelque chose, je choisis le produit, on m'impose un prix, je le paye et la transaction s'arrête là. Il fut un temps dans un schéma traditionnel où on n'avait pas des produits qui viennent du monde entier, où on n'avait pas des produits standardisés, produits en énorme quantité. Quand on n'était pas dans un système de consommation, les produits étaient fabriqués par des artisans locaux, ils étaient mis en vente dans des foires, dans des marchés locaux, etc. etc. Donc forcément, vu que les chaînes étaient beaucoup plus courtes, vu que les distances étaient beaucoup moins longues, on connaissait encore les gens, ou à peu près, auxquels on achetait les produits. Du coup, une transaction commerciale, c'était jamais un produit et un prix, c'était un produit, un prix, une relation sociale. La confiance en la personne, le lien qui nous liait à cette personne-là, qui connaissait mon grand-père, qui connaissait ma famille depuis longtemps, qui avait déjà entendu parler de l'endroit où je vis, qui connaît pas mal de monde là-bas. Donc forcément, c'est un système très différent. On est rentré dans l'ère du capitalisme à partir du moment où on a détaché les transactions commerciales du lien social qu'elles impliquaient aussi. À partir du moment où on a commencé à échanger que des produits contre que des prix et qu'il n'y avait plus un lien social qui liait entre les gens, c'est à peine si tu dis bonjour à la caissière aujourd'hui, voilà, on est rentré dans une autre ère. Et c'est marrant parce que du coup, en Algérie, on a encore un petit peu de société traditionnelle qui coule dans nos veines et dans nos façons de faire. Et moi, ça m'étonne toujours, comme quoi je suis vraiment une grosse occidentale. Quand on va acheter quelque chose ou quand on fait appel à un artisan, à quelqu'un qui a un savoir-faire qu'on n'a pas, c'est très rare d'avoir ce recours que moi je peux avoir, c'est-à-dire d'aller regarder sur Google, de trouver quelqu'un, de l'appeler. Mhm. Euh, on va forcément aller chercher quelqu'un qu'on connaît. On va forcément demander aux personnes de confiance autour de nous, est-ce que tu connais? Est-ce que tu me le conseilles? Est-ce que tu peux l'appeler pour moi? On ne te donnera même pas directement le numéro parce qu'en fait, les transactions commerciales, les affaires de ce genre-là, elles n'impliquent jamais juste un savoir-faire qu'on échange contre un prix. Elles s'intègrent toujours encore à un certain niveau dans un lien social. Et ça donne une nouvelle dimension aux choses. Les choses se passent différemment. Aujourd'hui, on est Exactement. complètement dans un truc impersonnel, on achète nos produits de façon isolée, on doit faire confiance à l'étiquette qu'il y a dessus. C'est des Mhm. produits qui peuvent venir de très loin, donc de toute façon, quel lien tu vas avoir avec des gens qui sont voilà. Donc, Ouais, c'est exactement. Je pense que c'est un peu le plus gros défi qu'on a, nous, peut-être musulmans d'Occident, des villes, parce que dans les campagnes, c'est encore différent. Ils ont encore ce truc d'échanger entre eux, etc. Et c'est vrai que l'économie en islam, elle ne peut pas être possible si on est tous des étrangers les uns envers les autres. Mhm. Et c'est vrai qu'on on sait plus avoir confiance les uns envers les autres. Et Ouais. il y a quelque chose
même dans la communauté, on est peut-être tous musulmans, mais on peut être tous des étrangers. Il y a quelque chose voilà, qui s'est brisé, en fait. Et même quand tu parles avec des gens, ils disent non, il n'y a pas de communauté. Avec les musulmans, on ne peut rien faire. Enfin, beaucoup de gens qui ont été, qui ont subi des injustices, je pense, et qui ont plus envie, en fait, de les revivre. Et, et donc, c'est quelque chose que, dans le séminaire, en tout cas, qu'on essaye de prendre Ouais. conscience. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Parfois, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui pensent qu'ils vont avoir peut-être des cours de jurisprudence sur l'économie et finalement, on se retrouve à parler d'éthique, de compagnons, de savoir vivre ensemble, de savoir communiquer. Du coup, ils ne comprennent pas. Alors que, en fait, c'est vraiment la clé. On ne peut pas avoir d'économie, même si on a toutes les règles juridiques. Si on n'est pas capable de vivre ensemble et d'avoir une éthique les uns envers les autres, de s'écouter, de se faire confiance, en fait, il peut rien se passer. Donc, Et oui, c'est- c'est fondamental. J'espère que les sœurs prennent bien note parce que jusque-là, on a parlé un petit peu d'économie en général, mais tu as fait des petits rappels sur quel était le contenu du séminaire en lui-même. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais apprécié dans le séminaire. Et ce sur quoi je ne m'attendais pas, parce que du coup, Mm. ou alors je n'ai pas bien lu votre information, ou alors c'était pas dit directement, mais je m'attendais à avoir, alors pas du FIR, mais pourquoi pas une partie FIR, parce que j'avais lu contrat, machin, je me suis dit pourquoi pas. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Et pourtant, c'est fondamental et c'est tout ce que je demande, hein, mais je crois que j'espère même plus, qu'il y ait vraiment un vrai apport en termes de spiritualité et de réforme de soi et d'éducation de soi. Et c'est pour ça que c'est très très beau l'islam, machallah, et le tawhid, Mm. c'est magnifique, c'est que c'est tout en un. Et c'est tous ces aspects-là et tous ces individus qui forment la collectivité dont le succès ne repose que sur la réforme individuelle de chacun. Donc si nous-mêmes, on reste des êtres médiocres, on ne peut pas espérer avoir une élévation et une communauté de qualité. Et ça, c'est ce qui m'avait largement... ce qui m'avait vraiment beaucoup séduit. C'était l'apport en termes Et en plus, j'ai beaucoup aimé le franc-parler du professeur, où vraiment on pointe les défauts Mm. qui sont en nous et notre incapacité à vivre ensemble. Encore une fois, après, il y a la part mythique et la part réelle. Quand on vit en ville, je dis souvent qu'on est aujourd'hui en France, en tout cas, on est une communauté éclatée, dans le sens éclaté, genre éclaté au sol, et aussi dans le sens éclaté en termes techniques, quoi. Genre, on est vraiment chacun dans notre coin, on ne se connaît pas et tout et tout. Et ça, d'un point de vue sociologique, ça s'explique par la trajectoire migratoire des uns et des autres. Ça s'explique aussi par la façon dont les immigrés, ou en tout cas aujourd'hui les descendants des immigrés, ont été logés de façon un petit peu dans l'urgence, dans des périphéries de ville, un petit peu excentrées, dans des endroits qui ressemblent absolument pas à ce qui étaient les habitats traditionnels des gens. Donc du coup, pour reconstruire une société dans ces conditions où, un, tu quittes ton pays, deux, tu arrives, on te met dans une espèce de village vertical, la machine à habiter, grand ensemble, grand bâtiment. Trois, tu connais pas encore tes voisins, on se retrouve à 30 nationalités, Mm. précarité, question de délinquance, difficulté d'intégration dans une société nouvelle, racisme et gestion coloniale des populations, en France, hein, je parle. Finalement, parfois, tu as envie juste de comprendre. Tu te dis effectivement, on a des vrais défis d'ordre sociologique et sociaux, tout simplement, qui s'adressent à la communauté. Mais ça fait trop longtemps que ça dure. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Ces questions-là, il faut qu'on les prenne à bras-le-corps, qu'on comprenne que les solutions qui viennent de la gauche, de la droite, de la mairie, du département, de la région, c'est pas ce qui nous manque fondamentalement. Ce qui nous manque fondamentalement, c'est une éducation de l'âme et des initiatives qui viennent de nous-mêmes. Mm. Et ça, on a encore du mal, malheureusement, à l'intégrer parce qu'encore une fois, manque de courage et ignorance. Ignorance de tout ce qui est possible de faire, ignorance qu'il y a des perspectives nouvelles qui méritent juste un petit peu d'innovation et un petit peu d'imagination. On a du mal à y croire. On a du Et mal à y croire. justement, de ce que tu as vu du séminaire, est-ce que ce qu'on apprend dans le séminaire, il aiderait justement à surmonter ce défi, en fait, qu'on soit éclaté sur tous les... Euh, alors, personnellement, j'ai beaucoup apprécié en fait l'après-séminaire. Alors, j'ai pas participé directement parce que je manquais de temps à cette période-là. C'était exactement au moment où je déménageais et tout. Mais
je voyais un petit peu ce qui se passait sur Telegram, les messages qui arrivaient, les invitations par la newsletter et tout. Donc, j'ai trouvé que vraiment, vous étiez à l'origine avec ton mari de belles initiatives. Machallah, qu'Allah vous récompense pour ça, parce que c'est vraiment fort. C'est des invitations. En fait, ce qui est bien, c'est que vous êtes à l'initiative, vous êtes deux, mais ensuite, il faut que l'ensemble des personnes qui sont intéressées se montrent actives. Et toute la réussite du projet pour être à l'initiative de peut-être de petites activités en groupe, d'entreprises à venir, d'idées qui s'échangent, qui grandissent, qui se renforcent, qui aboutissent à des choses grandes, belles, efficaces. Ça existe que les gens s'impliquent vraiment. Donc, courage, parce que d'expérience, je sais que c'est pas simple et que souvent, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu as 160 inscrits, tu as peut-être 20 personnes qui vont venir, et sur les 20 personnes qui vont venir, tu en as 14 qui vont faire cuire leurs pâtes et tendre leur linge, et peut-être une petite poignée qui va écouter vraiment. Je ne juge pas les gens, parce que combien de fois j'ai participé à des trucs et j'étais dans ce cas-là, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, vous découragez pas, ça fait partie du jeu. Courage. C'est Allah qui accorde la réussite des projets de toute façon, et alhamdoulilah. Qu'est-ce qui manque dans le séminaire selon toi? On pourrait. Qu'est-ce qui manque? Ouais. Et donne tout ce que tu as, tout ce que tu. Écoute, franchement, je pense que moi, ce qui m'avait, en termes juste matériels, d'organisation et tout, c'est que c'était beaucoup d'informations en peu de temps. Et que du coup, j'étais pas prête peut-être psychologiquement, ou j'avais pas mis en place les moyens matériels pour réussir mieux, mais j'ai laissé passer beaucoup de choses. Et ça, je l'ai regretté après. Mais bon, je me dis que maintenant que vous avez étendu l'événement sur plusieurs jours, que c'est un replay, que du coup, il ne faudra pas attendre le prof finir ce qu'il a à dire, puis après, la traduction en direct, puis après, il reprend, puis après, on ne sait plus où est-ce qu'on en était et tout. C'était un petit peu brouillon. Mais en même temps, voilà, c'est la vie, on fait une traduction en direct. Voilà. Donc, je pense que moi, ce qui m'avait manqué, c'était la capacité d'être dans la synthèse. Okay. Mais je ne crois pas que ça venait de vous. Hein. Je pense que les conditions matérielles étaient celles-là. Ensuite, ma motivation personnelle et mon engagement personnel, si à ce moment-là, il avait pu être plus grand, que j'avais pu vous rencontrer lors des événements que j'avais proposés et tout, ça aurait pu aussi donner une autre dimension à ma participation, ça c'est clair. Donc les sœurs qui projettent de faire le séminaire, notez bien ça. Vous avez plusieurs façons de profiter des enseignements que vous aurez. Si vous voulez juste écouter le séminaire en faisant cuire vos pâtes et dans votre linge, pourquoi pas. Mais si vous voulez aussi prendre de part à la suite, discuter dans les groupes et assister aux réunions, c'est des belles opportunités à saisir. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait vraiment manqué. Après, c'était structuré. Personnellement, j'ai un esprit qui fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin que ce soit structuré, que je sache de quoi on parle avant qu'on en parle, que je puisse anticiper et projeter. Donc ça, c'était acquis. Donc, alhamdoulilah. C'était chouette. Ok. Oui, peut-être faut repréciser, je ne sais pas si tout le monde l'a compris, mais cette fois-ci, ce sera les replays qu'on va regarder ensemble. Donc avant, c'était du direct avec le professeur. Et cette fois-ci, donc c'est les vidéos des anciens séminaires qu'on a, et faire un petit montage pour que ça soit moins long. Ça nous permet aussi de mieux anticiper les horaires, parce que c'est vrai que avec le professeur, déjà, il fallait s'adapter aux horaires de Malaisie. Et ensuite, c'était un peu lui qui, en fonction de la longueur de son discours, ça pouvait parfois nous faire prendre du temps. Mais après, c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'après, pour anticiper, c'était un peu compliqué. Donc voilà, pour ceux qui... Pas qu'il y ait de mauvaises surprises, ce ne sera pas du direct cette fois-ci. Ce sera... C'est écrit, hein. Voilà. L'arnaque. Les replays. Ouais, mais bon, parfois, même si... il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais les gens... Voilà. Parce que personnellement, moi, j'étais toujours perturbée par le fait que pendant qu'il y avait ton mari qui traduisait, je regardais la tête du prof et je me disais, oh là là, il doit vraiment s'ennuyer. Du coup, ça me perturbait dans mon suivi du truc. Donc peut-être que voilà, là, c'est mieux. Voilà, et vous développer les idées et tout. C'est peut-être une formule qui fonctionnera bien, Inch'Allah. Oui, voilà, parce que comme là, c'est qu'une introduction, le séminaire, par rapport à... Enfin, Ah oui, c'est vrai. C'est une thématique qui est tellement riche, mais là, vous savez qu'il y a Dr Adissetia qui propose, lui, son propre cours, avec c'est plus de 60 heures de cours, et là, c'est même pas ce qu'on apprend pendant le séminaire, c'est vraiment une introduction, et déjà, ça fait beaucoup d'informations, comme tu l'as dit. Donc, si on veut ensuite pouvoir passer à un niveau 2, peut-être pour des gens qui ont déjà fait le séminaire et qui voudraient aller plus loin, on s'est dit que
pour pouvoir faire d'autres choses, on reste sur les replays cette fois-ci pour pouvoir travailler sur une suite parce que Ah, c'est ça. voilà, parce qu'on peut pas s'arrêter que à cette partie-là si on veut vraiment développer. Enfin, c'est un Parce sujet. que je me rappelle à l'époque, tu m'avais parlé de la version intense, mais qui avait un certain niveau, c'est ça. Je voulais le faire, je n'avais pas eu le temps, mais oui, c'est bien. Notez-le, les filles. Il y a le séminaire qui est une introduction à l'économie islamique de bienfaisance. Et vous y avez des cours du professeur Hadi Setia qui sont dispensés totalement en anglais, si je me rappelle bien, qui sont déjà un peu plus exigeants et qui satisferont davantage les personnes qui ont déjà un petit bagage en économie. Parce que moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'avais déjà fait de l'économie à Bac+2, donc du coup, j'avais pas mal de notions qui étaient déjà en place. Ce que j'ai apprécié avec ce séminaire, c'est de voir, d'entendre parler d'économie avec les valeurs de l'islam et une vision de renaissance de la pensée qui est vraiment, vraiment très rafraîchissante et dont on a besoin. Mais il y a un autre intérêt que vous pouvez trouver en allant plus loin. C'est ça. On conseille quand même à ceux qui ont étudié l'économie de faire le séminaire, parce que comme tu as dit, on peut avoir des notions d'économie, mais on est incapable de les associer à l'islam, on est incapable de faire le lien avec notre dîn. Et on n'a aucune idée aussi de comment l'économie en islam a permis la civilisation islamique de se développer. Et ça a été ça a été un élément essentiel en fait, du développement de l'islam en fait, dans les pays Oui. musulmans. Moi, ça me sidère, hein, franchement, je suis partie pour réfléchir très longtemps sur ça, mais quand je me rends compte, on est toute la journée en train d'utiliser plein de produits, plein d'objets, qu'on ne vit pas dans des sociétés primitives. Encore une fois, on a vraiment des choses très sommaires entre les mains. Ça me sidère qu'on se pose si peu de questions sur l'économie. Donc, rien que pour vous ouvrir l'esprit sur ces questions-là, et après peut-être amorcer une phase de centre d'intérêt entre vous et vous-même, hein, en faisant sur YouTube, en écoutant 2-3 podcasts, en lisant un livre ou deux. C'est vraiment génial parce qu'il faut se poser ces questions-là. On ne peut pas vivre en pilote automatique encore longtemps, quoi. On a plein de choses entre les mains, des produits, des techniques. C'est à nous d'aller faire cet effort d'ajustement pour arrêter d'être comme ça suspendu et vivre hors sol. Exactement. Donc là, je vais mettre ton lien dans le chat, ton lien pour le séminaire, pour celles qui veulent s'inscrire au séminaire, Inch'Allah, qui commence dimanche. Si vous voulez. Quand je le mettrai après aussi en story pour les filles qui ne peuvent pas prendre note ici ou je sais pas. Et du coup, moi, j'ai fini toutes mes questions. Donc, je ne sais pas si les sœurs, elles, veulent intervenir, si elles veulent poser des questions à leur tour. C'est un truc un peu... Même si on a dépassé le temps après. Moi, je sais que ça me stresse quand on me dit poser des questions. Donc, sachez, j'aime bien vous mettre à l'aise. Si vous n'en posez pas, je ne déduirai pas que vous n'étiez juste pas concentré. Oui, donc... On va poser des questions sur le séminaire ou sur ce qui a été dit. Voilà, pas des questions qui n'ont rien à voir avec... Ne vous forcez pas, parce que ça, c'est vraiment la culture française. Quand on dit poser des questions, on force à être intelligent ou avoir l'air intelligent. Non, si vous pouvez juste partager une inspiration que vous tirez de tout ce qu'on a raconté, là, ce serait très bien aussi. Oui, voilà. C'est bien que tu rappelles ça, parce que moi, j'ai pas ce réflexe. Donc. Ah oui, mais c'est à force de manager des groupes et je me dis, mais pourquoi les gens, ils parlent pas, ils s'ennuient? Et après, je reçois des messages privés pour me dire, non, c'était chouette et tout. Je dis, mais alors, parlez. Alors, j'ai pas compris à propos du séminaire. Ah oui, alors ça, c'est une question pour toi, Jade. Ouais. Alors, les deux, en fait. En fait, on regarde le séminaire ensemble parce que la plupart des gens, même s'ils ont accès aux vidéos, ils n'arrivent pas à s'organiser pour les regarder. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des horaires. On va dire, le lundi, c'est tel module, le mardi, c'est tel module. Comme ça, on les regarde ensemble. Et après, vous avez quand même accès aux vidéos. Vous pouvez les regarder quand vous voulez. Mais c'est quand même plus simple, en fait, de regarder ensemble si vous pouvez être là aux horaires de cours. Et après, participer aux discussions de groupe parce que, en fait, après chaque cours, juste après, on discute ensemble en petits groupes de ce qui a été dit pour essayer d'assimiler, donner notre avis, voilà, partager les choses. Donc, mais après, vous avez quand même accès aux vidéos, comme les anciens séminaires, en fait, sauf que là, le prof, il n'est pas en direct. Ça se passe comme avant. On regarde ensemble et ensuite on discute. Et après, vous avez accès au replay tout de suite. On vous donne les liens pour regarder la vidéo quand vous voulez. Est-ce qu'il y a un replay? Là, j'ai répondu. Donc oui, il y a un replay. Enfin, on va regarder ensemble le replay pour être ensemble, on va dire, pour avoir des horaires fixes, pour se donner une organisation pour ceux qui ont du mal à regarder tout seuls, parce que voilà, les formations en ligne, on connaît,
On s'inscrit et après, pour regarder tout seul le replay, c'est hyper compliqué. Donc là, c'est pour se donner un rythme ensemble. Et après, bien sûr, vous avez accès aux vidéos si vous voulez regarder plus tard ou si vous n'avez pas pu être là à la session. Voilà. Voilà, voilà. Et on avait essayé d'organiser, on aurait bien voulu organiser des sessions de, comment dire, pour ceux qui n'ont pas pu être là, regarder les replays ensemble parce que souvent les gens, enfin, ils n'arrivent pas vraiment à regarder tout seuls les replays. Ah bah moi, personnellement, pour m'être inscrite à plein de plateformes comme ça où il y a des cours préenregistrés, ça a toujours été un échec. Oui, Je ne voilà. dis pas que c'est définitif et que ce sera un échec pour tout le monde. Je sais que Mhm. personnellement, j'ai eu du mal à m'astreindre à une discipline où je me donnais rendez-vous avec mon ordinateur. Ouais. Donc, je préfère les choses en direct. Donc, c'est bien que vous y alliez les deux. Voilà. Parce que, bah oui, moi aussi, j'ai eu le même cas pour moi-même. Et le fait de savoir que c'est en replay et qu'on peut le regarder plus tard, on a tendance à repousser. Enfin, c'est un réflexe qu'on a. Ouais, c'est pour ça que je refuse le replay dans mes événements. Ouais. C'est pas toujours très apprécié, mais voilà, je suis pas là pour être populaire. C'est ainsi. Alors, après ces séminaires, est-ce que tu as élargi ta vision du monde? Est-ce qu'il y a eu un changement dans tes projets? J'ai élargi largement ma vision du monde sur la question de l'économie, parce que comme je vous disais, j'étais depuis un moment dans des perspectives d'introduire la vocation de l'islam à faire l'histoire dans plein de sujets de réflexion qui m'occupaient jusque-là, surtout les sciences de l'éducation et la science politique. Et c'est après ce séminaire que je me suis dit, mais tiens, je n'avais pas pensé à l'économie. Et pourtant, c'est hyper bizarre parce que, comme je vous ai dit, j'ai une petite formation en économie et c'est vraiment un domaine que je suis. Je regarde ce qui se passe dans l'actualité, j'écoute des vidéos et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi. Tout ce que. Enfin, ça s'est arrêté à des 3 livres que j'avais lus sur la zakat et la façon dont ça pouvait être un levier pour la réalisation de projets et pour mener des objectifs. J'avais lu deux, trois trucs aussi sur l'institution du WARF, des institutions fondées sur des fonds privés, mais à destination de projets d'intérêt public. Mais c'était tout. Donc du coup, oui, j'ai largement élargi mes perspectives sur la question de l'économie, de la production de richesses, de la circulation des biens. Ça m'a permis de faire pas mal de connexions entre plein de choses qui étaient. Vous savez, parfois, il y avait plein de choses dans votre tête, mais de façon très désordonnée, à force d'avoir écouté des podcasts, entendu des discussions, regardé des documentaires, lu des livres. Et finalement, il faut une espèce de ciment pour venir tout connecter et donner un sens systémique à des choses qui étaient juste dispersées dans votre tête. Donc, ça m'a fait un petit peu cet effet-là. Exactement. Bah, c'est vrai que parfois, tu peux venir au séminaire et te dire, mais en fait, tout ça, je le savais. Enfin, parfois, tu peux rien apprendre de nouveau, mais le fait de tout mettre ensemble, comme tu as dit, d'avoir une espèce de logique. Et parfois, on n'apprend pas des choses. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient ce qu'on apprend, bah, ils vont te dire, mais en fait, ça coule de sens. C'est juste logique. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Enfin, tellement Bah ouais. ça coule Moi, de personnellement, ouais, c'est ça. J'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, ouais, franchement, j'ai fait le séminaire, j'ai rien appris. sens. Et encore une fois, voilà, vous avez une démonstration de mon optimisme dont je suis très fière pour le coup, alhamdoulilah, parce que j'aurais dit, bah, moi non plus, j'ai pas appris des choses nouvelles fondamentalement, mais le fait de les entendre dans un ensemble avec une perspective nouvelle, avec un objectif nouveau, euh, et, euh, et dans une forme de synthèse à laquelle j'avais pas pensé, ça m'a beaucoup apporté. Alhamdoulilah. Ah ouais, clairement, voilà, même si vous avez un petit bagage en économie avant ça, sachez-le, entendre des choses avec de nouvelles perspectives et une nouvelle problématique, c'est rafraîchissant. Exactement. Mais en fait, on essaye d'avoir une vision commune, en fait, c'est ce qu'on explique. Donc, avant le séminaire, avant de commencer, on vous transmet des documents, des textes de Dr. Adissetia, et il y a un texte que moi j'ai beaucoup aimé où il explique que, en fait, dans la communauté, une communauté, normalement, c'est un groupe de personnes qui vont dans la même direction, qui ont la même vision. Et avec l'économie, c'est ça, c'est qu'on n'a pas la même vision. Et il fait le parallèle avec la prière. Quand on rentre dans une mosquée, quelqu'un qui n'est pas musulman qui rentre, il va se dire, mais waouh, ils vont tous dans la même direction, ils font tous les mêmes gestes, ils sont hyper coordonnés, l'imam il récite, il se baisse, tout le monde sait ce qu'il doit faire à peu près. La plupart des gens savent ce qu'il doit faire dans une mosquée. Mais quand on sort de la mosquée et qu'on se retrouve dehors à faire des transactions, à travailler, bah là, on sait pas se coordonner, on sait pas travailler ensemble, on n'a aucune notion de comment entre musulmans on doit échanger, on doit vendre, on doit acheter. Et le séminaire, c'est ça, il sert à donner une vision commune
aux musulmans à se donner des règles, des bases communes pour qu'ensuite on puisse travailler ensemble. Parce que ça peut être des notions qu'on connaît déjà, mais qu'on ne sait pas appliquer dans la vie de tous les jours et on les a pas perçus comme des actes d'adoration, donc on n'a pas vraiment fait attention à ces choses-là. Ouais. Faut pas oublier qu'on est aussi des victimes d'une vraie entreprise. Alors, je suis pas complotiste et je suis pas du tout dans la déresponsabilisation, mais on est victime d'une vraie entreprise de destruction de nos liens communautaires. Et faut bien comprendre si aujourd'hui le monde entier a un problème avec l'islam, c'est parce que l'islam est le seul modèle rival qui soit. Quand on parle de système capitaliste néolibéral, c'est ni le bouddhisme, ni le christianisme, ni l'altermondialisme en soi qui feront la différence. Parce que le capitalisme, dans sa forme néolibérale ultra-violente qu'on connaît aujourd'hui, il atteint les cœurs des gens, il atteint les porte-monnaies, il atteint les transactions commerciales, il atteint notre façon de vivre ensemble, il atteint les valeurs traditionnelles, notre compréhension de la vie sur Terre, le sens de l'humain, il détruit tout. Et le seul modèle aujourd'hui rival à ce système-là, c'est l'islam. Parce que l'islam est un din, donc pas une religion, un système complet qui intègre tous les aspects de notre vie, ici-bas dans l'au-delà, qui fait le lien entre les deux, qui nous réforme à titre individuel, mais qui nous apprend aussi à vivre en collectivité. Donc, le seul système rival, c'est notre din. Et aujourd'hui, si on a du mal à voir comment s'exporte notre din dans des domaines aussi différents que celui de l'économie, alors que c'est fondamental, quoi. On parle pas de quelque chose de... Je parle pas d'un truc vraiment... je parle pas de la, je sais pas, de la botanique, d'une discipline très circonstanciée. Non, je parle de quelque chose qui est la base. On échange des choses tous les jours. On a des interactions avec les gens tous les jours. On achète, on consomme, on fabrique, on produit, on dépense tous les jours. Donc, c'est vraiment essentiel. Et on n'a pas encore bien intégré l'importance de tout ça. Donc, juste pour être initié à cette pensée-là, le séminaire est une bonne occasion à poursuivre ensuite, Inch'Allah. Alors, le séminaire, est-ce qu'il est dans la création d'entreprises? Je te laisse répondre, Inès. J'allais t'appeler Méthodia, tellement j'ai l'habitude. Je pense que pour assainir ses objectifs et comprendre dans quelle perspective on crée une entreprise, ne pas placer l'objectif sur une espèce de satisfaction personnelle, mais comprendre en quoi on peut se mettre au service du bien. Avec la création d'une activité, oui, le séminaire vous fera du bien, clairement. Exactement. Et aussi, c'est vers la fin des derniers modules, on apprend aussi les types de contrats. Donc, on a tout au début, on passe beaucoup de temps sur la vision, voilà, les définitions des termes, pour revenir sur la base des définitions pour qu'on soit tous OK là-dessus. Mais après, vers les derniers modules, on aborde des questions qui sont plutôt techniques, qui peuvent servir, c'est-à-dire les contrats, comment investir son argent, et pour faire une entreprise, il faut connaître les types de contrats. La vision aussi derrière le travail, quels sont les types de métiers valorisés ou pas, quelle est la vision derrière un travail, l'objectif, etc. Donc, ouais. Et il y a plusieurs entrepreneurs qui ont fait le séminaire et qui ensuite ont suivi les accompagnements de notre part et qui continuent à faire leur activité grâce à nos conseils, alhamdoulilah. Et voilà, qui peuvent maintenant échanger, trouver aussi un réseau. Ça sert aussi à ça, le réseau Maramalat Impact. C'est pour ça qu'on parle de réseau, c'est parce que en fait, notre ambition, c'est qu'on soit un groupe de musulmans qui a une base commune. Et c'est en fait après cette base commune qu'on peut réussir à faire des échanges et à travailler ensemble. Donc, par exemple, il y en a plusieurs qui, après le séminaire, ont pu faire des connexions avec une personne qui avait une entreprise et une sœur qui, elle, est dans le marketing ou qui sait faire des sites web, qui sait faire du graphisme et qui peuvent se mettre ensemble parce que elles ont cette base commune, elles savent maintenant c'est quoi la vision derrière le travail et elles peuvent travailler ensemble. Alors qu'avant le séminaire, on vient tous avec un objectif différent, on est tous musulmans, mais on n'a pas la même vision derrière le travail. Donc après, ça peut créer des petites frictions et on ne sait pas forcément pourquoi on fait ça. Donc voilà, donc Maramalat Impact, ça sert aussi à avoir un réseau de musulmans qui ont fait le séminaire et qui savent maintenant pourquoi ils travaillent ensemble. Ça, c'est un très bel objectif. Peut-être qu'il faudrait plus insister là-dessus, que vous êtes vraiment à l'origine d'un réseau et que c'est complètement dans la lignée des enseignements
sur l'économie islamique de bienfaisance, certes, mais Mhm. vous avez une vraie initiative concrète qui va dans ce sens-là. Ça, c'est à valoriser parce que souvent on parle et après il n'y a rien. Donc, C'est ça. Donc oui, ben, il faudrait qu'on mette l'accent là-dessus, comme tu as dit. Et c'est pour ça qu'on essaye cette année à faire plus de rencontres physiques, etc. Même si les gens au début, ils ont peur de venir. Mais voilà. non, ça prend ça. Ça prend. Bah, en Voilà. tout cas, avec une bonne communication, tout prend. Léché, je suis désolée, je dois y aller. Je suis confuse. J'aurais vraiment kiffé poursuivre là, mais tout le monde m'attend. Ok. Alors bon, il y avait une longue question, je ne sais pas si... C'est une question de Linda. Bah, je veux bien qu'on en discute à une autre occasion. Là, j'ai pas réussi à la lire en entier. C'est par la modernité. En plus, Linda, si c'est Linda du cercle de lecture, on est en plein dedans, hein. Mais ouais, à une autre occasion, parce que justement, en plus, c'est une question qui mérite un vrai développement. ouais. Et là, j'ai mon mari et ma soeur qui me mettent la pression pour sortir. Ok, Donc, bah, on a beaucoup dépassé du temps, donc merci beaucoup à toi. avec plaisir. C'était vraiment avec plaisir, sincèrement. Ouais. Merci à vous toutes. Merci de votre intérêt, de votre présence, que vous décidiez de suivre le séminaire ou pas par la suite. Je J'aurais remets aimé qu'on le échange lien. davantage, mais c'est vrai que c'est un peu court. Mm. Donc, c'est pas grave, une prochaine fois, Inch'Allah. Je remets le lien pour les intéressés, comme ça vous l'avez dans la discussion. Yes. Et Je vous en tout mettrai cas, aussi en story s'il n'y a pas le temps de le prendre en note ici. Voilà. Puis à noter, ne vous précipitez pas parce que ce qu'on aura dit vous aurez éventuellement plu, vous aurez d'autres occasions de le faire si ce n'est pas cette fois-ci, Inch'Allah. C'est des événements qui reviennent de temps en temps. Donc, exactement. On aimerait voilà. bien en faire un chaque mois, Inch'Allah, donc on Ah, essaye. c'est chouette. On Bah n'a pas ouais. encore réussi à avoir ce rythme, mais voilà, c'est notre ambition. Ouais, mais c'est pas grave. Bah, tu étais encore dans tes études jusque-là, donc c'est pas normal. Voilà. Bah, Je ne vais merci pas à vous. te retenir plus longtemps. Et Et bah, puis à merci bientôt, beaucoup. j'espère. À bientôt, Inch'Allah. Et barakallahu fik pour ton temps, pour tes réponses. Et Avec vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous avez des questions plus précises, la dosophie, comme ça je réponds à vos questions, Inch'Allah. Et on a aussi le compte Marmalat Impact sur Instagram que vous pouvez rejoindre pour suivre tous les événements, Inch'Allah. Voilà. Salam alaikum wa Alaykoum rahmatullah. salam.